Et tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, on va parler de la statue de Gil-galad, savoir si la polémique qu'il y a autour est fondée. On va aussi parler d'Elendil, on va parler de Sauron, et mieux que ça, je vais vous révéler des secrets et des coulisses de chez Weta. Oh. Bonjour tout le monde! Hello there! Général Kenobi. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo spéciale qui va donc traiter de la statue de Gil-galad. On va aussi parler et faire le bilan de ce trio de statues, donc de Sauron avec ses épaules inversées. J'y reviendrai plus tard, c'est la première vidéo qu'on a fait. Vidéo qui a eu un succès international, puisque, de l'aveu même de Weta, j'ai été le premier à découvrir cette erreur, ce qui a été quand même un sacré truc. On va aussi parler d'Elendil, puisqu'il y avait aussi, malheureusement, des défauts. Et en cours de route, eh bien, je vais lâcher quelques petites infos de chez Weta pour essayer de mieux comprendre, à un instant T, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça fonctionne. Mais tout de suite, eh bien, on va parler de Gil-galad, la statue du haut roi des elfes, qui a donc suscité un tollé à sa sortie pour plusieurs raisons, et j'avoue avoir participé à ce tollé à l'époque, puisque quand elle est sortie, on était en 2023, juillet 2023, eh bien, j'ai fait une publication dénonçant plusieurs choses qui n'allaient pas, le fait qu'elle ne soit pas accurate, principalement, on parlait aussi du prix et de beaucoup d'autres choses, mais moi, mon problème, c'était la taille du bouclier et qu'il ne soit pas accurate. Et en fait, il s'est avéré que c'était à moitié juste et à moitié faux. Puisqu'au niveau de la taille, eh bien, en réalité, ce bouclier qu'on voyait sur les photos comme étant trop petit, n'était que le fruit de la perspective. Et là-dessus, je me suis planté. Puisque c'est tout simple, pour savoir si c'est juste, il faut connaître la taille du bouclier d'origine. Le vrai bouclier d'origine, il fait à peu près 137 cm. Donc après, on divise, on fait au 1,6 et ça fait grosso modo 23 cm. Ce bouclier, bien contre toute attente, fait 23 cm. Weta avait fait un communiqué pour dire que c'était parfaitement accurate, mais qu'est-ce qui a fait que ça a pu nous tromper l'œil? Eh bien en fait, c'est deux choses. Déjà, la pose de la statue, l'angle des photos, et les proportions à Gil-galad qui, elles, sont pas tout à fait justes. Donc l'un dans l'autre, ça nous a donné cette impression, à beaucoup, je n'étais pas le seul, que le bouclier, il était trop petit. Mais en réalité, il n'était pas trop petit. Ça, c'était le premier point. Qu'est-ce que c'est ici? Ah mais ça, on va parler après de ce qu'il y a autour du socle, t'inquiète pas. Le deuxième point, eh bien, c'est le dessous du bouclier. Si vous voyez, le dessous du bouclier, qui m'avait tout de suite interpellé lors des photos de promotion, il y a du bois. Et là, je pose la question, depuis quand il y a du bois derrière les boucliers Noldor? Et c'était la grande question que beaucoup de monde s'est posée, et Weta a fini par répondre, puisque techniquement, c'est pas accurate. Il n'y a jamais eu de bois. Sauf que Weta a répondu ce communiqué qui m'a complètement déstabilisé à l'époque, où il stipulait qu'en fait, lors de la production du Seigneur des Anneaux, donc de la communauté de l'anneau, ils n'ont jamais fini l'arrière des boucliers. Ce faisant, le props n'était pas fini, et c'est United Cutterly, donc ceux qui font les répliques de boucliers et d'épées, qui eux ont redesigné le bouclier, chose que Weta n'a jamais aimé, puisqu'ils n'ont jamais aimé comme United Cutterly a fait l'arrière, et c'était l'occasion pour eux, donc quand même 24 ans après, de se réapproprier le design dont ils étaient les créateurs. Et là, ça me pose quand même quelques soucis, et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est tout ce qu'on nous a expliqué autour du Seigneur des Anneaux. Autour du Seigneur des Anneaux, il y a les bonus, toute la conception, la production. On nous a expliqué que tout a été fait en vrai et qu'ils se sont donné du mal. Loin de moi, l'idée de remettre en question le travail de Weta. Mais on se rend compte que l'histoire a beaucoup été enjolivée par ce qui m'a fait grandir, ces magnifiques bonus. Et tout ça, ça a contribué au mythe. Le problème du mythe, on le retrouve aussi avec Star Wars, c'est peut-être l'exemple le plus probant, avec George Lucas, qui a souffert de son propre mythe, où soi-disant il aurait écrit, prévu les histoires, 9 films depuis le début, et j'en passe, et j'en passe. Il a vraiment été victime de ça. Et ça, c'est le problème des fans, de ce qu'on fait, de ce qu'on raconte, et du mythe qui peut des fois l'emporter sur une réalité factuelle. Mon deuxième problème n'est pas tant le fait que Weta a peut-être exagéré ou enjolivé certaines choses pour la production du Seigneur des Anneaux. Mon deuxième problème, c'est United Cutterly. United Cutterly qui, effectivement, reprenait les props, donc les épées, les casques, ce que tu veux, et qui les modifiait, les redesignait, les changeait, les finissait, ce que vous voulez,
pour sortir leur réplique, quand même vendue 100% accurate, avec la bénédiction des ayants droit. Ce que je dénonce depuis plus de 20 ans. Je ne suis pas le seul, on était quelques-uns dans le monde, on s'est toujours fait engueuler que c'était pas vrai, que c'était accurate, que c'était machin. Au fur et à mesure des années, le temps a fait son œuvre, comme on dit, mais on s'est battu pendant des années pour dire que c'était bidon. Et là, une nouvelle fois, on nous explique que United Cutlery, pour ce bouclier, comme c'était le cas pour l'épée du roi sorcier d'Angmar, tu sais, il y a le manche en cuir noir, avec le bout métallique au milieu. Il n'y a jamais eu ça sur l'épée du roi sorcier dans le film. Jamais. Pour la production, jamais. C'est United qui a décidé de créer cette partie métallique avec les ronces gravées. Ça n'a jamais existé et tout le monde dit que c'est accurate, mais ce n'est pas vrai. Et là, ils ont refait ça avec le bouclier, ils ont redesigné, ils ont créé quelque chose. Ok, pourquoi pas. Les ayants droit ont accepté. Et 24 ans après, ils reviennent en disant non, non, c'était pas comme ça qu'on voulait, on n'était pas d'accord, donc on se réapproprie le truc. Donc, ça sous-entend que pendant plus de 20 ans, on vous a vendu, avec la bénédiction des ayants droit, des trucs difformes, des chimères, des machins modifiés, où tout le monde disait oui, oui, amen et applaudissait. Et ça, pour moi, c'est un sacré problème, parce que oui, tout est une histoire d'argent au final, mais c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Il y a des taches noires. Oui, il y a plein de taches noires. C'est un des problèmes de la statue, on y reviendra après. Très bien vu. L'autre souci de cette statue, c'est son poids. Et là, on va revenir au problème prix-poids. Alors ça, je t'ai déjà expliqué. C'est pas le poids qui détermine le prix d'une statue. En fait, on a tendance à penser que c'est normal qu'une statue soit chère si elle est lourde. Pourquoi? Parce que c'est dire qu'il y a plus de résine. La résine, en matière première, ça coûte très cher, en réalité. Donc une statue qui est très légère et qui est très chère, ça peut poser un problème. Là, le souci, c'est que oui, cette statue est légère. Elle pèse que, je vais me peser ici, 3,9 kg. Ce qui est quasiment plus léger qu'une classique série. Pourtant, c'était la plus chère des statues en limited edition, sortie à 700 $, donc 150 $ de plus que le Elendil, qui était déjà critiqué parce qu'il était trop cher. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui justifie ce prix? Pourquoi c'est plus cher? Les matériaux, parce que le caillou est plein, etc. Pas du tout, là c'est creux. Tout ça c'est tout léger, c'est tout creux, c'est tout fin. Qu'est-ce qui justifie le prix? La réponse elle est toute simple. C'est que c'est la dernière statue de ce trio de statues. C'est-à-dire que pour ceux qui avaient acheté Sauron et Elendil, ils ne pouvaient pas passer à côté de Gil-galad. Donc vous alliez payer par impôt. Et ça, c'est très problématique. Parce que le prix sur cette statue, je suis désolé, il n'est pas du tout justifié. Mais comme c'était la dernière et que forcément les gens allaient l'acheter, vous étiez obligé de passer à la caisse. Donc on a profité de gonfler un peu le truc. C'est ça la réalité. Ça, c'est pas acceptable. Alors bon, tu vas me dire, il y a d'autres studios qui font différemment, ils font des statues en plastique et ils bourrent le socle avec de la résine et du caillou pour y vendre très cher. On va pas dire quel studio c'est, ça c'est un autre problème, mais Weta n'est pas dans ce genre de pratique. De plus, au niveau du prix, on peut dire que c'est le roi des elfes, Gil-galad, peut-être une des statues les plus attendues chez Weta depuis 20 ans. Donc aussi, les gens allaient casquer. Donc l'un dans l'autre, c'est quand même un peu foutu de vous. Et ça, je trouve ça très dommage, surtout que le résultat souffre de plusieurs problèmes de finition et du fait que ça ne soit pas accurate. Mais avant de parler de ça, on va parler de l'emballage, puisque comme d'habitude, c'est un très bel emballage qui nous est fourni par Weta, avec un très beau carton, toujours avec la page de couverture qui s'ouvre et qui nous donne le making-of de la création de la statue. Un carton ergonomique, très grand, très haut, mais où les pièces sont bien rangées pour minimiser au maximum le risque de casse. Et comme d'habitude, ça, c'est pas négligeable. Cette statue est donc limitée à 737 exemplaires et a été sculptée par Fabio Paiva, ou Paiva, désolé si j'écorce le nom, le même sculpteur qui a réalisé Elendil et Sauron, avec son énorme problème, dont on reparlera après. Alors cette statue, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que toi, tu as déjà des questions? Oui, ça c'est quoi? Alors, ça, ce que tu vois ici, en fait, on ne le remarque pas parce que c'est plutôt bien caché dans le socle, ce qui est plutôt intéressant, c'est un orque. C'est un cadavre d'orque, et puis il y a même les yeux. Mais c'est peint d'une certaine manière à ce qu'on ne s'y attarde pas, à ce que le regard ne soit pas attiré. Donc ça, c'est pas gênant, ça c'est plutôt une plus-value, parce qu'il y a carrément l'œil qui me guide, depuis je ne vois plus que ça. Et en fait, comme on est dans le pays du Mordor, de la cendre, tout est un peu la même couleur, donc c'est un peu normal qu'on n'y voie pas bien, et tant mieux. Parce que la même statue réalisée chez la concurrence, je ne vais pas dire chez qui, le problème, c'est que ça aurait été fluo, on ne verrait que ça aurait été exagéré, et c'est très dommage. C'est comme le bouclier.
On a le bouclier là avec le symbole de l'œil de Sauron. Bah, c'est très très cool. Ça apporte une plus-value. Ça apporte de la hauteur au socle et c'est pas gênant. On voit vraiment bien qu'on est sur un champ de bataille. Et franchement, moi j'ai rien à dire et j'ai même un petit coup de cœur pour le bouclier. Il y a un bras. Ah bah oui, il y a tout l'orque en fait dessous. Et puis, il y a du sang. Il y a. Ah ouais, bah tu vois, j'ai même pas vu ça. Effectivement, il y a la tranche avec l'os et le sang. Du coup, ouais, il y a l'os là. Ce qui m'amène à une petite erreur que tu viens de remarquer. Parce que le sang est de couleur rouge. Et ça, c'est faux. Parce que les orques ont le sang de couleur noire. Donc, avoir fait cette coulure-là en rouge, bah, en fait, c'est pas juste. Ça, on n'avait pas vu. Bravo à toi. Ça va dégoûter beaucoup de monde. Étant donné qu'on est parti du bas, et bien maintenant, on va remonter sur le caillou qu'on va appeler le caillou du roi lion, qui est bien, très bien sculpté. Le problème, c'est qu'on a une finition de peinture un peu brillante. Ça fait un peu plastique, un peu Playmobil. Weta ne nous a pas habitués à ce genre de finition. Bah, ça vient de l'usine. C'est dommage, parce que sur le caillou où il y a Sauron, le socle est juste parfait. Hein. J'ai jamais vu, c'est un caillou volcanique, c'est incroyable. Sur Elendil, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est un peu mieux. Là, ça jure un peu. C'est un peu dommage. C'est gênant. Au niveau des habits de Gil-galad en personne, bon là, c'est juste, c'est magique. C'est absolument magique. Le fait qu'on ait justement l'arrière de ce bouclier en bois, est-ce que c'est gênant? Non, pas du tout. Ça apporte quelque chose. Ça apporte du contraste, ça apporte de la couleur, ça apporte de la texture. Le bois est plutôt très très bien sculpté. Ça fait très noble, ça fait très royal. Franchement, c'est une bonne idée. C'est juste l'explication, comment ça nous est sorti, qui est plutôt énervante. Au niveau des habits, les bottes sont très bien sculptées. Les tissus, c'est juste magnifique. C'est ahurissant. Est-ce que tu trouves que ça a l'air d'être du vrai tissu, toi? Ça a l'air d'être du vrai tissu. La maille, le tout. Au niveau tissu, il n'y a rien à dire. Là, il n'est pas très content, on dirait. Non, il fait la moue. Il tire la gueule parce qu'il fait face à Sauron. Et en fait, malheureusement... Oh, bah tiens, je vais vous la mettre en photo, puisque vous n'avez sûrement jamais vu. On devait le voir... Alors, on voit Gil-galad un petit peu dans le film. Mais on ne le voit pas beaucoup, en vrai. Et il devait mourir de la main de Sauron. C'est-à-dire que Sauron l'attrape à la gorge, pouf, et il s'embrase. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Malheureusement, à l'époque, avec les effets spéciaux, c'était pas possible à faire. Mais la scène a quand même été tournée, déjà parce que Sauron, c'est un acteur, donc il était plus petit, où Gil-galad se fait attraper par la gorge et élevé par Sauron. Et je vous mettrai cette photo, que vous puissiez profiter de cette scène, qui manque cruellement, parce que c'est pour ça qu'après, Elendil se rue sur Sauron pour lui casser la figure. Sinon, il n'y serait pas allé. C'est un petit détail qui n'a pas été finalisé. Je trouve ça vraiment dommage. Oui. On n'a qu'à le mettre devant. Oui, alors c'est le but, de mettre cette statue en face de Sauron et ils se font front. C'est pour ça, du coup, qu'il fait la tête. Bon, après, il va finir rôti, donc de toute façon, il y a de quoi faire la tête. Hein. Concernant le reste du costume, alors j'ai dit, les habits, c'est parfait. Franchement, les habits, c'est parfait. Quand on voit le tabard, les capes, tout est absolument magique. La cotte de maille est très très belle, l'armure splendide, le plastron, j'ai même pas les mots en fait pour définir. La finesse est remarquable. Un petit bémol sur la ceinture en cuir. Ça manque de texture et de travail par rapport au reste. C'est juste sculpté, c'est très bien sculpté, mais ça manque un peu de relief avec une peinture qui est uniforme. Il aurait fallu un petit peu de détail si on compare au reste. Si on compare pas au reste, c'est très bien fait. Mais le travail est si élevé sur le reste. On le voit sur les tissus là avec la bordure qui a été cousue, donc c'est une espèce de couture de broderie, qui est différente, tu vois, du reste du tissu. Et là, ça a vraiment été peint là avec, ça doit être un brossage sec, c'est extrêmement doux pour que la peinture n'aille pas sur le reste en fait de la résine. Vraiment là, ça a été travaillé, c'est propre, c'est impeccable, c'est remarquable. Il y a des taches noires partout. Oui, il y a des taches noires partout. T'en fais pas, les taches noires, je vais bien y aller après, hein. Je vais expliquer que ça va pas. Et tu te rappelles de ce que je t'ai dit sur le rouge et le noir avant? Non. Par rapport au sang. Ah oui. Donc tu vas comprendre ce que c'est les taches noires dans pas longtemps. Alors attends. Oui. Ah oui, voilà. Au niveau du visage, le faciès est plutôt bien réalisé, beaucoup critiqué, mais franchement c'est pas mal. Les cheveux dans le vent, alors moi j'aime pas les poses trop dynamiques, mais bon, au moins le dynamisme général du personnage est respecté. Ça s'ouvre dans ce sens-là, donc c'est normal, les cheveux se lèvent comme ci, la cape comme ça. Je trouve que les cheveux manquent un peu de détail. C'est un peu un gros bloc.
c'est un petit détail. Par contre, le diadème, parfait, magnifique. Il n'y a pas de débordement, la peinture. Ça a été maîtrisé en finition, le diadème. Pareil, c'est ce Alors là, c'est avec un pinceau, normalement à 1 ou 2 poils. C'est très très léger. Et tu vas tout délicatement. En fait, c'est très difficile. Mais ça rend ouais, là, on frise la perfection. Parlons de High Gloss. High Gloss, c'est sa lance. Sa superbe lance, qui a une particularité. C'est en métal. C'est merveilleux. J'étais absolument charmé quand je l'ai vu en vrai chez l'ami Jean-Michel, parce que je fais un petit aparté en expliquant que ce n'est pas ma statue, je n'allais pas l'acheter, clairement à cause des défauts que j'ai cités et des autres dont je vais parler. Mais j'ai quand même été émerveillé de voir, enfin en partie émerveillé, de voir High Gloss superbe, en métal, mais massacré, ruiné, dévasté par ces foutues taches de sang qui ont été faites. On a l'impression qu'on a fait ça avec un pinceau, paf, 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 paf. Ça ressemble à un dalmatien. C'est horrible. Je ne veux pas mâcher mes mots, c'est horrible. Alors, on a déjà regardé avec Jean-Mi comment on pouvait faire pour en fait retirer la peinture. Ça ne devrait pas être difficile, mais le mieux, c'est de tout enlever et de repeindre après à zéro avec le doré. Ça vient tout gâcher. C'est normal qu'il y ait un peu de sang puisqu'il a tué des orques, mais au pire, où on faisait un petit peu la tronche noire, où on faisait rien. Mais pas ça. Bon sang, pas ça. Parce que c'est irréaliste, c'est horrible, c'est mal fait, ça n'a aucun sens avec le travail qui a été fait sur le reste de la pièce. Et ce n'est pas du tout conforme au prototype. C'est dommage. Et maintenant, on va venir à ta question. Pourquoi il y a des foutues taches noires partout? Mais parce que Gil-galad, le roi des elfes, est recouvert de sang d'orque, qu'il a éclaboussé. Ce qui n'est pas du tout comme le prototype, parce que les taches, c'est à se demander si ça a été fait au pochoir, les taches, tellement elles sont régulières, tellement elles sont rondes, et il n'y a rien derrière. Alors, oui et non, il n'y a rien derrière, forcément il fait front aux orques, donc le sang ne va pas l'éclabousser de derrière. Mais comme la bataille est partout, c'est vrai qu'il mériterait, dans cette logique, tu as raison, d'avoir aussi un peu de salissure sur l'arrière de la cape. C'est pas si bête, elle a raison de nouveau. C'est chiant, t'as raison, mais c'est pareil dans les manches. Là, il est dégueu, les manches là sont toutes propres. Bah non, il traîne par terre près de la cendre, donc il devrait y avoir du weathering. Le weathering n'a aucun sens sur cette statue. Et les taches de sang viennent ruiner, je le dis, ruiner, je ne vois que ça, la statue. Sur cette jambe-là, c'est affreux, vous avez les taches. Mais regarde, on a l'impression que c'est fait au pochoir. Là, sur l'arrière de la cape, on a quand même un petit peu de weathering, c'est léger, ça passe. Mais pas à l'intérieur des manches, ce qui n'a pas de sens. Mais là, c'est cette traînée. Vous avez une espèce de rangée, vous en avez 3 de taches alignées qui descendent en colonne. 3, 3, 3. Là, regarde. C'est même pas, c'est tellement symétrique, ça n'a absolument aucun sens. Ça va pas. Le même personnage, sans ces taches de sang. Là, je dis waouh. Mais ça vient tout gâcher. En plus, ça va pas du tout. Là, c'est noir et là, c'est rouge. Oui, bah voilà. On a du sang d'orque sur l'orque qui est rouge. Ça, c'est quand même une sacrée boulette. Bravo à toi. Et on a du sang noir, ce qui est juste sur le reste du personnage. Et partout. Et partout. Et c'était le même problème sur Elendil, encore plus exacerbé, mais on reviendra après sur Elendil pour en parler plus en détail. Voilà, malheureusement, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est un personnage qu'on attendait tous, moi le premier. Un design fou, une armure incroyable, un costume, des couleurs folles. Franchement, très très beau. Mais on l'a gâché avec ce travail de gouttes de sang, et Aiglos, j'en parle même pas. Ça, plus le fait que on s'est un peu moqué de nous en termes des matériaux, parce que la statue est complètement vide, ça c'est une pseudo-résine plastique, ça ne justifiait pas ce prix-là. 700 $ pour ça, par rapport à ce que fait Weta, par rapport à ce qui sort d'autre, c'est non. 550, oui. Franchement, à 550, celle-là, je dis oui. 700, c'est non. On vous a juste fait payer que c'était la dernière des statues. Et franchement, alors il y a des partis pris, on en a parlé avant, je ne vais pas revenir dessus. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, que le fait que vous achetez des répliques depuis 20 ans complètement fausses parce que Weta ne les a pas finies et qu'ils ont laissé les autres studios de production de produits dérivés les finir, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez en commentaire parce que je trouve ça quand même vachement scandaleux. Et d'aujourd'hui se le réapproprier en modifiant tout, donc c'est-à-dire techniquement tout ce que vous avez acheté, vous pouvez le foutre loin, c'est quand même très douteux. Ah, par contre, il y a un point dont on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé de l'arrière du bouclier.
mais on n'a pas parlé de l'avant. Puisque l'avant du bouclier de Gil-galad est un souhait de nombreux fans, et peut-être un projet chez Morgul et compagnie, je tease rien de plus. Le bouclier est superbe. Le bouclier est magnifique, le bouclier est grand, la peinture est... voilà. Mais là aussi, les taches noires, c'est moins gênant sur le bouclier, les taches noires, que sur les tissus, parce que encore sur l'armure, pourquoi pas, mais sur les tissus, ça vraiment pas. Par contre, Mais il y a une ligne là. il y a une ligne là. Oui, 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 mais ça, c'est parce que les taches ont été mal faites. Mais le bouclier est aussi très beau. Donc, pour cette statue, le bilan, bah, c'est un oui, mais non. Et je suis désolé, c'est un non, parce qu'il y a beaucoup de choses à reprendre. En soi, bon, si vous êtes assez doué, vous pourrez reprendre Aiglos, mais il vaut mieux peut-être laisser quelqu'un qui s'y connaît pour la repeindre. Par contre, pour avoir toutes les taches de sang sur... c'est possible, hein, mais ça va être beaucoup de boulot. Alors, l'avantage, et ça c'est le grand point positif sur lequel on va terminer, c'est qu'il y a moyen de refaire et de corriger ses défauts. Ça, c'est déjà un grand plus. Nous voici avec le haut roi des elfes faisant face au seigneur des ténèbres, Sauron. Et ça va nous permettre de parler de la statue de Sauron. Sauron, tu préfères dire comment toi? Sauron ou Sauron? Sauron. Ah, maintenant c'est Sauron, tu préfères dire Non, Sauron? ça va. Sauron, hein, c'est comme ça qu'on doit le prononcer, c'est comme ça que Tolkien avait voulu qu'on le prononce. Ça n'a pas été traduit correctement, ou il n'y a pas que ça qui a été pas traduit correctement dans les versions françaises des films de Peter Jackson, mais techniquement on dit Sauron. Alors des fois je dois prendre le pli, je dois dire Sauron pour toucher plus de gens, donc je vais rester sur Sauron parce que c'est plus facile pour moi de le prononcer comme ça. Donc la statue de Sauron, qui avait un énorme défaut, il n'avait pas qu'un, mais un énorme défaut, que vous voyez là, c'est-à-dire les épaules, qui étaient inversées sur la sculpture de la statue. Alors, il faut savoir que j'ai pas du tout modifié, transformé ma statue comme certains ont pu le faire, complètement poncé, retravaillé, le professeur Cap l'a fait, d'autres fans l'ont fait, pour essayer de rattraper cette erreur. Moi, j'ai simplement retourné les spalières, du coup, ça tient à peu près bien, mais c'est dans ce sens que devraient être, qu'ont toujours été les spalières de l'armure de Sauron. Et d'ailleurs, quand on a découvert ça, tu te rappelles, c'était il y a longtemps, c'était une des toutes premières vidéos qu'on faisait, moi je savais pas où me mettre parce que personne ne l'avait vu, et puis je dis comment Weta va réagir, comment les gens vont réagir, donc ça a eu des répercussions assez conséquentes. Quand je discutais avec Weta, bah, ils m'ont d'abord remercié d'avoir trouvé ça, puisque selon leur propre dire, j'étais le premier à l'avoir découvert. En discutant avec Daniel Falconer, ils étaient aussi très embêtés de se rendre compte de cette boulette monumentale d'avoir inversé les spalières. Et là, je ne vais pas leur jeter la pierre, parce que beaucoup de gens ont critiqué, en disant « Ah, ils ont inversé, c'est n'importe quoi, les épaules ». Mettez-vous à leur place. Vous travaillez dans l'urgence, vous faites le travail. C'est comme si, toi, tu écris un texte, une lettre, ce que vous voulez. Vous devez la faire vite, vous devez la rendre à une deadline, la SDCC. Vous pouvez la relire une fois, vous pouvez la relire 10 fois, vous pouvez la relire 20 fois. Les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, vous ne les verrez pas forcément. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un d'extérieur. Pour analyser, pour avoir un regard neuf, on vous pose la statue devant vous, on dit « Ah non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Vous le voyez tout de suite. Vous êtes dedans, vous travaillez dedans, vous pouvez passer à côté et ne pas le voir. Et à tous ceux qui critiquent Weta sur ce fait, eh bien je rappelle que cette statue a été présentée d'abord à la SDCC, puis après, en photo de promotion, elle est restée des mois durant, et personne pendant tout ce temps, jusqu'à sa sortie, jusqu'à ce que nous on fasse notre vidéo, personne n'a fait remarquer cette erreur. Donc vous non plus, vous ne l'avez pas remarqué. C'est dommage que Weta n'ait pas réagi en rappelant les statues, en indemnisant, ou trouvant une solution, ou en refaisant une statue avec le sculpte juste et les autres choses qu'il fallait changer. Mais malheureusement, ça arrive, et ça arrive aux meilleurs d'entre nous, de passer à côté de quelque chose qui est pourtant, qui crève les yeux et qui est énorme. Comment une telle boulette a donc pu arriver? Que s'est-il passé? Eh bien la réponse est toute simple. C'est Daniel Falconer en personne qui m'a expliqué ce qui s'était passé et pourquoi cette statue avait été sculptée fausse. En effet, le sculpteur Fabio Paiva a travaillé avec plusieurs références, et notamment des références photos, les références d'un shooting de tous les costumes, de toutes les armures qui étaient faits par Weta bien après la sortie des films de Peter Jackson, sur fond noir, un peu pour référencer tout ce qu'ils avaient dans leur studio. Ces références, nous on les a ici, c'est pratiquement un tiers de mes références parce que c'est une mine d'informations assez incroyable, mais c'est pas les seuls. Et le problème, c'est que lors de ce shooting, les gens qui ont installé les armures, qui ont installé les pièces d'armure et les costumes, n'avaient pas conscience de comment il fallait les monter.
et ils ont monté certaines armures, comme celle de Sauron, à l'envers. Mais c'est pas la seule. D'autres personnages célèbres de la saga ont vu leurs costumes garnis d'objets qui soit n'étaient pas à eux, soit, encore mieux, qui n'étaient pas dans le bon sens. Donc forcément, en se basant uniquement sur ce shooting photo, le sculpteur ne pouvait que reproduire ce qu'il avait sur les yeux. Mais alors pourquoi ne travailler qu'avec cette photo? Eh bien, il faut savoir que même chez Weta, ils n'ont pas forcément accès à toutes les références, et cela en partie à cause de Warner Bros. Qui verrouille certaines informations, ça c'est un fait. Deuxièmement, c'est dans ce shooting que les photos étaient les plus nettes, les plus détaillées, permettant au sculpteur de faire tous les détails, toutes les gravures qu'il y avait sur l'armure. On ne va pas revenir sur tous les autres problèmes de la statue de Sauron, puisqu'il y en a quand même quelques autres. L'anneau qui n'est pas en métal, un petit peu des soucis de proportion là. Cette pose avec ce vent qui, toujours, ne me convient pas, mais est logique avec ce qui a été fait pour Gil-galad et Elendil. Mais personnellement, pour moi, ça ne fonctionne pas. C'est trop fantastique, trop irréaliste, avec les points d'attache de la cape qui ne me conviennent pas. Cette statue, qui aurait dû être le Sauron ultime, s'est transformée en un fiasco, il faut le dire, et un fiasco international. C'est quoi un fiasco? Un fiasco, ça veut dire une catastrophe. Malgré que beaucoup de gens disent non, c'est pas vrai, pourtant ce sont des faits avérés par Weta même. Et l'avantage de discuter avec des personnes directement chez Weta ou de la direction de Weta, c'est d'avoir aussi les petites anecdotes qui nous permettent de comprendre comment de tels soucis arrivent. Mais rassurez-vous, de tous les Sauron qui existent, pour le moment, c'est les Weta les mieux et de loin, et on attend avec impatience la classique série qui finira par sortir de Sauron, peut-être avec une pose plus sobre, la cape tombante, bien proportionnée, bien attachée, et avec les épaules à l'endroit. Sinon, en ayant ces deux statues côte à côte, on peut se rendre compte d'une chose que j'ai évoquée avant, c'est que la roche, ici, est absolument parfaite, mais tranche radicalement avec la roche là, tu vois. Tu peux même en toucher, hein, c'est pas du tout la même chose. Hein. Ici, on est presque sur de la vraie lave, alors que là, c'est tout lisse. Ce qui est un des problèmes que j'ai évoqué avant, donc c'est vrai que côte à côte, malheureusement, ça se voit encore plus. Maintenant, parlons de la deuxième statue, que nous n'avons pas ici, puisque je l'ai jamais achetée à cause de ses défauts qui étaient déjà lors de la production, la statue du roi Elendil. Tu l'avais vu chez Jean-Michel, c'est le monsieur en armure toute brillante avec l'épée devant lui. Oui. Eh bien, quel défaut avait cette statue? Plusieurs défauts qui ont été relevés un peu par tous les grands fans, dont notamment le défaut du fourreau, puisque la statue d'Elendil qui vous a été présentée en prototype n'avait pas le bon fourreau, c'était le fourreau d'Anduril et non le fourreau de Ner'zhul. Et là, il faut dire merci à Jamie Shakespeare, qui est très connu dans le milieu de la collection, qui, comme moi, intervient auprès de Weta et a pu faire corriger ce défaut. Il y avait d'autres soucis, les proportions de l'épée, le fait que le pommeau n'était pas aligné avec l'épée, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'une fois que la pièce est sortie, une partie des défauts ont été corrigés en amont. Suite au drame de Sauron, eh bien, Weta faisait beaucoup plus attention, donc le fourreau a été corrigé. Pour les autres défauts, ils étaient pour une partie toujours là. On a ce problème que l'épée et la garde sont désaxées quelques degrés, et donc à l'œil, c'est horrible à voir. Un autre problème que certaines statues ont, mais pas toutes, c'est-à-dire que la garde avec l'épée ne s'enfonce pas complètement dans les mains. Et du coup, il y a un jour, parce que ça a mal été modifié. Un jour, ça veut dire qu'il y a un espace. Au lieu que la garde s'enfonce complètement dans la main du personnage, et que du coup, ça soit de niveau, eh bien, il y a un petit espace avec un bout de métal. On a aussi évoqué le problème des traces de sang. Elendil est recouvert de taches noires, ce qui vient complètement gâcher l'armure. Un autre des soucis, c'est le travail au niveau des détails, comme on a sur Sauron, qui est ultra détaillé. Le problème, c'est que par rapport à l'armure d'origine, il est trop détaillé. L'armure d'origine n'a même pas certains de ces détails aussi visibles. Et comme on est sur une échelle 1/6, il faudrait que les détails soient moins visibles pour que ça soit plus cohérent. Ça, c'est dommage, et sur Elendil, c'est un défaut, selon moi, qui est exacerbé. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est l'épée. L'épée, la lame de l'épée, est juste horrible. Complètement tachée, comme un dalmatien, encore pire que Aeglos. Elle est tordue comme ça. Alors, oui, effectivement, il y a le problème que Aeglos, toi tu l'as remarqué, est légèrement voilée. Donc elle est un peu tordue. Ça, c'est un problème supplémentaire que je n'ai pas évoqué et que donc on va parler maintenant. Je pense que c'est le métal qui est un peu tordu. Donc ça, c'est vrai que c'est gênant. Suivant quel angle, vous ne le voyez pas, mais si vous avez le bon angle comme tu l'as, eh bien on voit tout de suite que c'est voilé. Et bien sur l'épée, la lame de Narsil, sur l'épée d'Elendil, on a ce problème aussi de voilage, mais on a surtout le problème de taches. Toute tachée, et la lame qui est en métal aussi, est dans un alu mat. Ce qui va pas du tout. Ça fait épée en plastique.
Et vous me direz, oui, mais bon, ils ont fait comme ils pouvaient. Et bien, le problème, c'est qu'on peut comparer. Et si on va comparer avec la Aragorn at Amon N, donc Aragorn ultra dynamique avec son épée, qui a la lame aussi, tachée de sang d'Uruk, pour être précis. Et bien, je pense qu'une fois que vous avez comparé ces deux lames côte à côte, vous vous rendez compte qu'il y a un fossé entre le travail de ces deux statues. Si la lame de Narsil sur la statue d'Elendil avait été de la même qualité que celle sur la Aragorn à Amon N, eh bien franchement, il n'avait rien à dire. Ça aurait été une très belle statue, hormis les défauts du pommeau et de la garde des accès, mais la lame aurait été très belle. Et là, le gros souci qu'il y a, c'est comme Elendil tient son épée devant lui, eh bien on ne voit que ça. Et pour finir, on arrive sur cette dernière statue, avec les défauts que nous avons évoqués avant, le fait en plus que Aeglos, la lame d'Aeglos, est voilée, eh bien ça vous donne le bilan de ce trio de statues qui, malheureusement, n'est pas bon. Et c'est très intéressant de voir qu'on retrouve certains défauts similaires sur les trois statues. En même temps, les trois statues ont été faites par le même artiste. Donc forcément, on va retrouver certaines choses en positif comme en négatif. Mais au-delà de ça, ces trois statues ensemble, franchement, pour moi, ne fonctionnent pas. Il y a trop de défauts, il y a trop d'erreurs, et c'est vraiment dommage, parce que c'est des personnages hyper emblématiques qu'on attendait depuis des années, qui ont tous des défauts si importants que ça vient gâcher l'entièreté de la statue. Celle-ci qui s'emboîte pas bien avec son armure qui est inversée, le Elendil avec sa Narsil qui est absolument horrible et qu'on peut tout refaire, et le Gil-galad, malheureusement recouvert de taches de sang, avec sa Aeglos aussi recouvert de taches de sang et voilé. Sur le bilan, ça fait malheureusement quand même beaucoup. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'il doit faire? Like et abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee, 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 à le pouvoir. Tu sais qu'on doit plus dire à notre pouvoir parce que ça fait baisser le recensement de la vidéo, les gens n'aiment pas. Ah non? Ouais, non, mais c'est bon, c'est fait, il n'y a pas de souci. Donc, sur Tipeee, pour découvrir notre parcours, ce qu'on fait d'autre, ma page Instagram, ma page Facebook, nous soutenir si vous le pouvez, si vous le souhaitez, puisque faire des vidéos, ça me coûte de l'argent, ça me coûte du temps, énormément d'argent. Sachez que je ne suis pas du tout rémunéré pour ce que je fais, ni par les studios, ni par YouTube. Donc, un coup de pouce, c'est toujours bien. Et pour ça, un commentaire, c'est le bienvenu. Commentez la vidéo, partagez la vidéo, ça donne plus de visibilité. Ça permet aussi à des gens de faire leur choix sur des statues et de ne pas se retrouver avec d'incroyables mauvaises surprises. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook et à ma page Instagram. Sur ma page Facebook, il y aura la review photo de Gil-galad en anglais et en français. Comme d'habitude, peut-être avec des photos comparatives, je ne sais pas, on verra comment on fera. Le moment venu, j'ai plein de photos à faire, j'ai plein de vidéos à faire, on n'en a pas fini pour aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, toi, sur ces deux statues? Laquelle est ta préférée entre les deux? Je connais la réponse. Ah, il n'y a pas de... ça se démarque pas, il n'y a pas vraiment de préféré? Même pas Sauron? Non, bon, ça, il est bourré de défauts, donc voilà. Bon, alors, quel est ton socle préféré? Oula, quelle tristesse pour une si jeune fille. Alors, techniquement, c'est de la lave aussi, mais elle n'est pas faite pareil. Là, il y a du light-up rouge. Tu te rappelles, ça fait la lumière rouge. Donc, c'est celui-là ton préféré. Mais où de la lave, là? Non, mais en fait, la pierre, c'est censé être de la lave. Mais bah, tu vois, c'est censé être la même pierre. Est-ce que tu trouves que ça y ressemble? Et c'est un des problèmes. Moi, je te remercie aujourd'hui pour ton analyse et pour avoir vu le détail au niveau du bras de l'orque en sang rouge que je n'aurais pas remarqué. La preuve que quand on a les yeux dedans, des fois, il y a des choses qu'on ne remarque pas. Je ne l'aurais pas remarqué si tu ne me l'avais pas fait remarquer. Il y a même le petit caillou rouge, là. Oui, il y a même le petit caillou rouge avec du sang rouge. Et je te remercie pour ça, puisque on peut tous passer à côté de certaines choses. C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un regard extérieur et d'une autre expertise pour découvrir des points qui nous ont échappé. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. La vie est belle. Mais elle pourrait